bonjour, La Voix est libre, en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui une voix forte dans la vie politique bourguignonne, une voix qui peut nous parler d'à peu près tout. André Biardon a tout fait de conseiller général à ministre, président de son département, de la région, député et jusqu'à la fin du mois dernier maire du Creusot pendant plus de 20 ans. Bonjour André Biardon. Bonjour. On est très content que vous soyez venu aujourd'hui sur le plateau de La Voix est libre. On va revenir avec vous sur ce parcours qui couvre un vaste chapitre de la vie politique française. Vous allez bien sûr nous parler de cette ville très particulière qu'est le Creusot. Mais d'abord, allez, une petite question. Le nombre d'élections auxquelles vous vous êtes présenté? Environ 20. Sur toute votre carrière. Et la première, vous vous en souvenez? Oui, c'est une élection municipale partielle en 1973 à Autun. Ça s'est fini comment? J'ai gagné. La première. Première d'une longue série de victoires, mais il y a eu quelques défaites aussi, on va en parler. On va actionner d'abord la machine à remonter le temps, André Biardon. Vous entrez à l'Assemblée nationale en 1978. Regardez, c'est du noir et blanc, c'est un extrait d'un reportage intitulé « Portrait du nouveau député du Creusot ». Alors, Monsieur Biardon, comment devient-on député? Est-ce par vocation? Est-ce par désir de puissance, de responsabilité, par hasard ou pour aider les autres? Je crois que ça n'est ni une vocation, ni un désir de puissance, mais certainement un désir de servir les autres. Et c'est certainement la vocation première d'un député socialiste. Alors, à l'Assemblée nationale, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui parlent très fort, il y a les autres. De quel côté vous vous situez, vous vous situerez? C'est difficile à dire parce que je crois que pour l'instant, je suis au stade de l'organisation. J'ai commencé à mettre en place un programme, c'est-à-dire que je partirai de la circonscription le mardi matin et je resterai pendant la durée de la session à Paris jusqu'au jeudi soir ou au vendredi. Donc j'ai l'intention d'être un député qui effectivement siégera à l'Assemblée, qui sera le porte-parole des habitants, des travailleurs de la circonscription, et certainement pas un député qui dormira à l'Assemblée. Alors André Biardon, ça vous évoque quoi? C'est un autre monde ou pour vous c'est très présent? C'est presque hier. Bon, le temps a fait son œuvre, et d'abord sur moi-même, physiquement j'entends. Mais j'ai des souvenirs d'ailleurs. J'ai à mes côtés sur l'image qui vient d'être présentée, celui qui a été longtemps mon suppléant, qui était en même temps premier adjoint au maire du Creusot de l'époque, Bernard Loiseau, qui était une grande figure du Creusot également. Et là, j'ai sentiment d'émotion à cet instant. On la sent en vous entendant. Vous employez un mot, vous dites les travailleurs. C'est un mot qu'on n'entend plus vraiment dans la bouche d'un député socialiste au soir de son élection maintenant. Peut-être, mais moi je le regretterais volontiers. Le mot de travailleur est un beau mot que j'emploie encore. Et pour prolonger la question des adjectifs, quand on disait de moi, je parle au passé maintenant, que j'étais le maire socialiste du Creusot, je considère que c'était quelque chose de bien. Pas seulement le maire, mais aussi le maire socialiste du Creusot. Entre un député de 1978 et un député de 2015, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, est-ce que les choses sont différentes? Est-ce que le débat politique est plus transparent ou est-ce que finalement il est supprimé par cette transparence? Je trouve que ce qui est permanent, ce sont les valeurs. Mais j'ai parfois le sentiment que tout le reste a changé. Et qu'en particulier, pas au bénéfice du fond. Car les réseaux sociaux, les chaînes permanentes, continues, donnent de la légèreté, de l'immédiateté, au détriment du fond, de la réflexion. Moi, je suis de ceux qui le regrettent, mais je suis maintenant un vieil homme à la retraite, et par conséquent, je ne suis pas le meilleur juge, mais quand même, je pense que la politique n'y a pas toujours gagné. Vous avez été président de groupe à l'Assemblée, vous avez été vice-président de l'Assemblée. Des bagarres à l'intérieur d'une majorité, il y en a eu, bien sûr, beaucoup, je suppose, mais on n'en entendait pas forcément parler de la même manière. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout va se passer finalement aux quatre colonnes, devant les caméras, plus que dans les salles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est une fausse impression? Il y avait beaucoup moins de bagarres. Ah, d'accord. Moi, j'ai un souvenir. En 85, la décision est prise de passer à la proportionnelle pour élire les députés. Ce qui avait comme conséquence, alors qu'on était très dominant, je pense au département de Saône-et-Loire comme au département de la Nièvre, où on sacrifiait délibérément des députés qui étaient en place et qui ne seraient pas réélus du fait de la proportionnelle.
Il n'a pas manqué à l'époque, et je m'en souviens bien puisque j'étais président du groupe, il n'a pas manqué une voix pour voter un tel texte. Il a fallu du temps pour convaincre tout le monde. Il n'y avait pas vraiment de bagarre. Il y avait sans doute beaucoup plus qu'aujourd'hui une discipline. Ce qui manque, me semble-t-il, dans la vie politique d'aujourd'hui, c'est l'aspect plus collectif. Et là, on y perd beaucoup, me semble-t-il. Alors, vous devenez secrétaire d'État à l'énergie, je crois. Ministre à l'énergie, les mots ont un sens. Dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy, pendant 7 mois, 92, 93. Regardez, c'est votre premier déplacement de ministre. Si l'explosion de la raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône fin octobre fut le premier contact d'André Billardon avec une raffinerie, la visite d'aujourd'hui à Donges lui aura permis de découvrir une raffinerie en fonctionnement, la plus importante de France. C'était la première étape d'une journée dans l'Ouest pour le tout nouveau ministre délégué à l'énergie qui entend avec un programme d'action précis apporter sa contribution à la politique énergétique de la France. Je crois qu'il est utile de relancer en particulier la maîtrise de l'énergie, car celle-ci fait toujours partie de la politique énergétique, mais souffre, je crois, d'un peu d'abandon. Donc c'est une de mes priorités. André Billardon, souvenir, je vous regardais pendant les images, c'est fort encore ce souvenir? Oui, parce que moi je suis peut-être le seul à ne pas avoir oublié qu'à l'époque j'ai fait voter au Parlement une loi qui sécurisait l'approvisionnement en pétrole. Et on était dans une période un peu troublée. Le Golfe était agité, si on peut dire les choses ainsi, et ce texte était un texte important. Mais je suis sans doute le seul à me souvenir que c'est moi qui l'ai fait voter au Parlement. On se souvient, en tout cas, on retrouve ça dans les textes, que vous avez aussi travaillé sur un texte concernant les lignes à haute tension, qui préfigure ce qui est aujourd'hui le débat public lorsqu'il y a de grands projets d'infrastructure. On a envie de laisser sa marque quand on est ministre? Oui, il y a une circulaire qui, à l'époque, a été faite pour une ligne à l'occasion du tracé d'une ligne transpyrénéenne. C'était très compliqué parce qu'une partie des terrains côté espagnol était propriété du roi. Alors vous imaginez bien que les discussions étaient un peu compliquées. Je pense que la notion de débat public trouve, sinon ses racines là, à cette occasion, du moins cette occasion a permis d'enrichir ce qui est aujourd'hui une pratique constante extrêmement utile dans une démocratie moderne. On en parle beaucoup quand il y a de grands projets, effectivement. C'est une période très particulière quand même, ces années 90. Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Il y a des scandales, il y a Bernard Tapie à ce moment-là, il y aura le suicide de Pierre Bérégovoy. Vous avez vécu ça de très près. On a dit que c'était une perte de repère pour les socialistes, la fin de quelque chose, la fin de l'époque de François Mitterrand. C'est toujours, lorsqu'il arrive une situation de ce type-là, où vous êtes rejeté. Moi, j'ai le souvenir de la campagne des élections législatives de 93, où j'étais au gouvernement. C'était absolument terrible. C'était un véritable calvaire que de faire campagne à cette époque. J'ai d'ailleurs été battu. Je note au passage que c'est la seule fois. Mais j'ai été battu. Et donc, c'est forcément la fin de quelque chose. Vous avez évoqué Bernard Tapie. J'ai siégé au gouvernement avec lui. J'en garde pas qu'un meilleur souvenir. Par contre, je garde avec émotion le souvenir de Pierre Bérégovoy. C'est la question. C'était un grand bonhomme. Ouais. Comment vous avez... On est encore dans l'émotion, mais le suicide de Pierre Bérégovoy, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, au Parti socialiste, mais dans la classe politique, médiatique aussi d'ailleurs, parce qu'on se souvient des accusations de François Mitterrand. On sait d'ailleurs depuis qu'il s'englobait dans ces accusations, mais qu'il ne l'avait pas dit publiquement. Comment vous avez réagi à ce moment-là, André Billardon? Moi, le suicide de Pierre Bérégovoy m'a atterré. C'était un homme solide. D'ailleurs, il fallait qu'il soit solide, compte tenu de ses origines, pour devenir le Premier ministre de la France. Il n'avait pas été programmé par ses études, par exemple, pour qu'il en soit ainsi. On va rappeler aux plus jeunes qu'il avait commencé comme ouvrier Absolument. À la base. Hein. Absolument. Et donc, nous sommes sortis totalement atterrés de cet événement tragique. Et les déclarations, les accusations de François Mitterrand ont résonné pendant très longtemps à nos oreilles. Les rapports entre la politique et les médias ont été, depuis ce jour-là, je crois, durement marqués. Et il en reste encore aujourd'hui sans doute quelque chose. D'ailleurs, c'est tellement vrai que de temps à autre, vous-même et vos confrères, naturellement, reviennent sur cet aspect.
Alors, il y a une mauvaise image des médias, il faut le dire. Il y a aussi une mauvaise image des politiques aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de ce moment de 93 avec un rejet très fort d'une partie des électeurs qui avaient massivement voté pour la gauche en 1981. Il y a eu des alternances au fil de ces décennies. On en est arrivé à un point aujourd'hui, on le sait, on en parle beaucoup, de rejet d'une partie de la classe politique. Comment est-ce que vous vivez ça? Quelle analyse vous en avez? Vous qui faites partie de la génération qui a voulu changer la vie en 1981. Et je crois qu'il faut qu'on règle un problème. Puisque vous évoquez 81, mon parti à l'époque était un parti de conquête du pouvoir. Il en avait été écarté pendant des décennies. Et donc, nous étions là avec un projet de rupture avec la société en place. C'est sur ce projet de rupture que François Mitterrand est devenu président de la République. Et puis, depuis, se sont succédés les alternances. La gauche, la droite, dans un système institutionnel de la Ve République bien campé sur ses positions. De ce fait, les gens, me semble-t-il, parfois à tort, ont le sentiment que les alternances ne servent pas à grand-chose, que la droite et la gauche font un peu la même chose, et qu'ils ne réussissent pas, pour ne pas dire qu'ils échouent, sur un certain nombre de dossiers. Résultat de tout ça, ils le cherchent ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si la gauche et la droite font un peu la même chose sur certains dossiers, il n'en reste pas moins qu'à l'occasion de la première élection, eh bien, le combat est violent. Et donc les gens n'y comprennent plus, ne s'y retrouvent plus. Et dans ces conditions, ils vont chercher ailleurs, hélas, tentés pour certains par le populisme, une voie qui est une voie sans issue, mais qui est une voie aujourd'hui que certains jeunes, hélas, ont envie d'emprunter. Est-ce qu'il y a aussi une dimension d'image, d'honnêteté, de l'impression qu'on donne? Est-ce que vous êtes attaché à ça? On reproche aux politiques de pas toujours appliquer dans leur vie quotidienne, dans leur comportement. On a eu des exemples en Saône-et-Loire, avec Thomas Thévenoud par exemple, d'appliquer ce qu'ils demandent ou ce qu'ils demandent à leurs électeurs. Est-ce que pour vous, ça a été une ligne directrice, votre image, ce que vous étiez, ce que vous faisiez? J'ai presque envie de vous renvoyer la question. Vous parlez, à juste titre d'ailleurs, de ce qui ne va pas. Quand parlez-vous de ce qui a fonctionné, de ce qui fonctionne? C'est-à-dire du fait que l'immense majorité des politiques sont des gens honnêtes, qui ne s'enrichissent pas, qui parfois gagnent moins d'argent en faisant de la politique que dans le métier qu'ils occupaient précédemment. Pourquoi? Simplement parce que aussi on est dans une société très médiatique. Je n'accuse pas les médias parce que les politiques en jouent des médias. Mais on est dans une société où tout va si vite aujourd'hui qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a plus le temps d'aller au fond des choses. Est-ce que vous qui avez été numéro 2 du Parti Socialiste, vous connaissez votre parti par cœur sur le bout des doigts, il a encore de l'avenir, le Parti Socialiste? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que c'était un parti qui était fait pour accéder au pouvoir, pour prendre le pouvoir, créé par François Mitterrand, pour ça, mais il ne sert plus à rien maintenant. Ah, j'ai l'avis tout à fait inverse. D'ailleurs, ça n'est pas la première fois qu'on se pose cette question. On se l'est posée, y compris après 93. Oui. À chaque fois qu'on s'est posé la question de savoir si le Parti socialiste avait encore un avenir, les faits ont apporté toujours la même réponse. Le Parti socialiste, il est toujours là avec ses valeurs. Il doit se refonder sans aucun doute à certaines époques, sans doute aussi changer les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'en vais, d'une certaine manière, rajeunir les troupes. Pour autant, le Parti socialiste est là. Je ne doute pas un instant qu'il ait un avenir, à condition qu'il sache, évidemment, s'adapter au temps, à l'époque et aux événements, dans un monde qui change si vite. Est-ce que les fossés sont plus grands aujourd'hui entre l'aile gauche du Parti socialiste aujourd'hui, ce qu'on appelle les frondeurs, et puis les gens qui suivent la ligne du gouvernement, qui est extrêmement pragmatique, certains parlent même de social-libéral aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans un fossé entre les deux beaucoup plus grand que tout ce qu'il y a jamais eu à l'intérieur du parti, où c'était plus souvent des écuries de personnes? Pas seulement. Mais pourquoi voudrait-on qu'il n'y ait pas une diversité, fût-ce une diversité extrêmement large? J'ai été, comme vous l'avez rappelé, à un moment donné, en responsabilité au sein de mon parti. Et j'ai toujours considéré que l'expression qu'on appelle des courants, plus que les écuries, des courants, c'est quelque chose qui est riche. D'ailleurs, on a plutôt tendance à nous imiter. Quand je vois l'évolution des partis de droite,
On est plutôt aussi sur quelque chose qui va un peu dans cette direction. Donc je crois, moi, à un parti qui soit divers. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'étais numéro 2 de Pierre Mauroy, j'avais rêvé de congrès de Tours à l'envers, c'est-à-dire d'une réunification avec le Parti communiste, de façon d'avoir un seul grand parti de la gauche extrêmement divers. Je dois dire que je n'ai pas eu un très grand succès, y compris à l'interne. Alors, on va parler du Creusot, bien sûr, de son histoire, de son identité. Un mot d'abord de la région, parce que vous étiez le lundi de l'élection de Marie-Guide Dufay dans les tribunes, et puis vous l'avez présidé la région. Vous avez dit avec honnêteté tout à l'heure, quand on préparait cette émission, pas longtemps du tout, c'est vrai, mais tout de même, vous faites partie de ceux qui croient, qui ont cru à cette idée de la décentralisation, que beaucoup de choses devaient se faire à un échelon qui n'était pas l'échelon de l'État. Ah, je suis un décentralisateur forcené. Et je me souviens vraiment très bien des relations, des discussions à l'époque avec Gaston Defferre, qui est celui qui avait porté au début des années 80 le grand projet de décentralisation. Je trouve même qu'on n'est pas assez loin aujourd'hui. Il en reste beaucoup à faire. Prenons l'exemple des régions, y compris des grandes régions. Les moyens financiers de la Bourgogne-Franche-Comté n'ont rien à voir avec les moyens financiers du plus petit des Landes d'Allemagne. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que ça libère des énergies. Ça permet à l'imagination de terrain de Le paradoxe, d'avancer. c'est que c'est à gauche qu'on entend souvent une opposition à cette décentralisation sur la rupture de l'égalité entre les territoires. C'est quelque chose qu'on entend souvent en disant si certaines régions mettent plus d'argent sur les lycées, ben, il y aura une rupture d'égalité, par exemple. Et ça, c'est la gauche qui le dit souvent. Oui, parce qu'on a encore à gauche des relents d'étatisme. Hein. Ça vous surprendrait naturellement si je vous disais l'inverse. Mais il y a deux cultures au sein de la gauche. Il y a une culture plus étatiste et une culture plus décentralisatrice. Je pense que le sens de l'histoire, c'est que la seconde l'emporte sur la première. Et le sens de l'histoire, c'était d'agrandir la taille des régions. Vu du Creusot, on en pense quoi? Ah oui, alors totalement. Parce que précisément, les régions sont trop faibles. Leur donner, c'était très important pour la Bourgogne, qui était une petite région démographiquement parlant. Lui donner plus de taille, plus d'habitants, en d'autres termes, était quelque chose, me semble-t-il, d'important. J'ai, à l'époque, trouvé que c'était peut-être insuffisant de réunir la Bourgogne et la Franche-Comté. Mais les choses sont faites aujourd'hui et il faut aller de l'avant. Vous avez dit décentralisateur forcené, on pourrait dire intercommunali, je ne sais pas comment il faudrait dire, parce que le Creusot s'est engagé très tôt dans l'échelle de l'intercommunalité. C'était, dans les années 70, c'était une originalité, la communauté urbaine du Creusot-Monceau. À part les grandes villes, c'était la première communauté urbaine qui regroupait, on va dire, des villes qui ne formaient pas une très grande agglomération. Avec du recul, est-ce que c'était une bonne idée? D'abord, pourquoi l'avoir fait dans les premiers comme ça, alors que ce n'était pas forcément l'esprit du texte au départ? Et puis, avec du recul, est-ce que c'était une bonne idée? Figurez-vous que l'histoire nous indique que l'Europe naissante, dès 1960, a réfléchi, regardé ce qui se passait en Saône-et-Loire. Pourquoi? Parce que la Saône-et-Loire, il y avait du charbon et de l'acier, au Creusot et à Monceau. Et qu'un rapport était sorti dans ces années, du début des années 60, qui consistait à proposer que Châlons, le Creusot et Monceau fassent cause commune, avant même la législation sur les communautés urbaines. Alors, la suite a montré qu'il n'a pas été possible de faire à trois, je le regrette, et c'est une question qui se reposera inévitablement dans les années qui viennent. On n'a pas pu faire à trois, on l'a fait à deux. Oui. Bon sang que c'est difficile, mais combien c'est utile? Et les résultats sont là. Je prends seulement un exemple. Le développement universitaire qui fait que le Creusot est la deuxième ville universitaire, évidemment après Dijon, de Bourgogne. Eh bien, il fallait le faire. Et la communauté urbaine l'a fait. Et je pourrais citer une multitude d'exemples, y compris la réindustrialisation du Creusot. C'est bien sûr la force de la communauté qui l'a permis. Mais c'est difficile de s'entendre dans une collectivité qui n'est pas une vraie agglomération, qui est bipolaire, et où les histoires et les cultures entre le Creusot et Monceau sont si différentes que pour arriver à avancer ce qu'on arrive à faire, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté. Oui, parce que pour expliquer, la plupart des communautés urbaines, c'est une grande ville-centre et puis toute la couronne autour, plus ou moins vaste. Ce sont des agglos. Voilà. Et vous, la difficulté, c'était ces deux villes. C'est ça. Vous venez de prononcer le mot réindustrialisation. On va y venir, bien sûr, parce que, je le disais tout à l'heure, vous avez été député du Creusot, vous avez été président de la communauté urbaine, maire pendant plus de 20 ans. D'abord, comment vous définiriez
cette ville, qui est quand même une ville à part. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, on traverse la campagne, il y a des prés, il y a des vaches, et puis on arrive dans un lieu un peu particulier avec une ville autour d'une usine, on peut le dire comme ça. Ah oui. C'est quoi cette ville? Ben c'est une ville-entreprise. C'est une ville qui s'est créée, développée, organisée autour de son site industriel, en fait, d'un groupement d'usines de la même entreprise. C'est la ville, longtemps la ville Schneider. Ouais. Et donc, tout est structuré, toute son histoire est structurée, et tout ce qui compose une ville a été structuré par précisément cette notion de ville-entreprise. Et il en reste encore beaucoup de traces dans le domaine économique, mais surtout dans le domaine urbain, c'est-à-dire dans l'organisation de la ville, où le site industriel qui fait 250 hectares, si on va jusqu'à Montchanin, qui s'étend sur près de 7 kilomètres, ce site industriel coupe l'agglomération en deux, comme un fleuve partage une agglomération en deux. C'est toute une histoire qui finalement s'est écrite à cette occasion. Et ça veut dire que la culture de la ville, l'histoire de la ville, elle se superpose à l'histoire économique et sociale aussi, avec les luttes sociales. Les deux choses se superposent intimement. Tout a procédé de la ville. Alors, les luttes par définition, mais également l'organisation urbaine. La ville n'était pas une ville au sens traditionnel du terme, c'était une ville addition de quartiers qui se répartissaient de part et d'autre du site industriel. Souvent, d'ailleurs, ces quartiers étaient des quartiers qui correspondaient au fait qu'on était ouvrier, qu'on était contremaître ou qu'on était ingénieur. Donc, elle est totalement atypique, mais ça était vrai de l'enseignement. Les écoles Schneider ont été, à un moment donné, très importantes au Creusot. Les églises étaient les églises de Schneider. L'hôpital était un hôpital de Schneider. Tout procédait de Schneider. Et donc, il en reste aujourd'hui des traces qui, évidemment, sont presque dans l'ADN des Creusotins. Pour autant, il a fallu la moderniser parce qu'il faut à la fois être fier de son héritage, de son passé. On ne fait rien sans son passé. Mais en même temps, il faut des ruptures, parce que la modernité, c'est aussi de la rupture. Alors, vous le disiez, vous parliez de rupture. Les plus jeunes ne se souviennent pas qu'en 1984, l'empire creusot-loire s'est effondré, ce qui voulait dire pour le Creusot que la totalité de son activité économique mettait la clé sous la porte. On peut le dire comme ça. C'était un séisme complet. Ah, total. Total, parce que cette période a été l'occasion d'une triple crise. Évidemment, comme chaque grand empire industriel qui s'effondre, qui est dispersé au gré des repreneurs, au travers d'une liquidation judiciaire, c'est très compliqué en soi économiquement. Évidemment, sur le plan social, c'est extrêmement douloureux. On oublie aujourd'hui, bien sûr, le fait que certains sont partis en pré-retraite à 47 ans et demi au Creusot en 84-85. Et donc, vous voyez le séisme. Mais il faut ajouter une dimension, qui est sans doute la dimension dont on parle le moins, mais qui est peut-être la plus essentielle au regard de l'histoire. C'est le fait que cette ville a perdu son identité. Ville d'une entreprise, et l'entreprise est dispersée. L'entreprise est liquidée. Qu'est-ce que c'est que le Creusot qui n'a plus son élément fondateur, son élément historique, toute son histoire? Et il fallait avoir du courage, je crois, pour reconstruire quelque chose après cela. Alors justement, on fait un saut dans le temps. Aujourd'hui, le Creusot, c'est 22 300 habitants, je crois, quelque chose comme ça. Pas de friche industrielle, quasiment. Et la plupart des activités historiques reprises par des grands groupes, Arcelor, Alstom, Areva, General Electric, Safran. Alors, il s'est passé quoi? Parce qu'en Lorraine, il y a des friches industrielles à perte de vue. L'industrie française, l'industrie lourde, quasiment morte. Pourquoi au Creusot, il y a toujours de l'industrie et quel rôle vous avez joué là-dedans? Alors, il y a eu j'allais dire les restes, le mot ne convient sans doute pas, il est trop péjoratif, mais les suites des activités de Creusot-Loire qui ont été reprises en réalité par essentiellement 3 repreneurs. L'un des repreneurs a fait ce qu'est Alstom aujourd'hui, l'autre repreneur était Framatome avant Areva, et le troisième était Usinor. Et ça, au gré d'un plan départemental qui s'est avéré à la fois courageux et utile. Mais il s'est ajouté à cela de nouvelles créations. Quand on évoque Safran, la SMECMA, c'est une création post-84. Le développement d'Olot, aujourd'hui, qui est un des leaders dans le domaine du chariot élévateur,
c'est un des leaders et donc c'est une création postérieure à Alors, 84. vous avez fait quoi? Mais- Vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé voir ces grands groupes en leur disant il faut remettre de l'argent au Creusot. Ils n'en avaient rien à faire puisque l'industrie française ne marchait pas à ce moment-là. Ben, on s'est dit d'abord, il faut faire comme tout le monde, en 85. On s'est dit, c'était la doctrine de l'époque et qui a aujourd'hui de beaux restes. Il faut accueillir des PME et il faut faire du développement économique de service à la personne en particulier. On l'a fait. On n'a pas échappé à une règle qui était celle de la pensée du moment. Ça a donné des résultats et s'est passé une chose qui nous a conduit à réfléchir à nouveau, c'est le fait qu'un certain nombre d'implantations de la fin des années 80 ont connu des difficultés du fait de retournements de conjoncture du début des années 90. Et on s'est aperçu que ce qui était la pensée du moment, la stratégie qui était développée au plan national, rappelez-vous les parcs à thème de la Lorraine, C'est ça. ça ne suffisait pas au Creusot, parce qu'en plus, le Creusot n'est pas sur un axe de circulation. Le Creusot n'a pas une zone de chalandise pour développer du commerce, contrairement à d'autres villes, et par conséquent qu'il fallait enrichir notre propre réflexion. Et l'enrichissement a constaté, à se dire, ben, après tout, si l'avenir n'est pas industriel, il n'y a peut-être pas d'avenir pour le Creusot. Et donc il faut mettre le paquet sur la question industrielle. Ça, c'est un raisonnement qui s'est construit depuis 85 jusque dans les années 2000, au fil du temps, avec une volonté collective. Ça n'a pas été top départ, on fait ça s'est fait au fil du temps. C'est au fil du temps que la réflexion s'est enrichie, et j'insiste beaucoup sur l'aspect avec tout le monde. Car sans cet apport historique, on n'aurait rien réussi. Vous pensiez que ça marcherait aussi bien, la réindustrialisation du Creusot, qu'en 84 ? Non, impossible à penser. Non, on n'avait pas prévu la situation d'aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, la situation, sinon heureuse, du moins, il y a des atouts, il y a un socle industriel, il y a des entreprises qui sont dans la mondialisation. Il y a un avenir ? Il y a un avenir, à coup sûr un avenir. Car l'industrie a un avenir, y compris dans des pays développés, je l'ai toujours cru. D'ailleurs, le modèle américain l'a montré. Merci André Biardon pour cette première demi-heure d'émission. On va parler aussi de votre action de maire, de la population, du vivre ensemble, de toutes ces choses qui font la vie d'une commune et que vous avez pu expérimenter pendant plus de 20 ans en tant que maire du Creusot. Mais on s'arrête quelques minutes, le temps des informations de la mi-journée et de la météo. Dans les informations, il va d'ailleurs être question de l'élection hier soir du nouveau maire du Creusot qui vous a succédé. On se retrouve juste après, à tout de suite.